Bonjour à tous, merci de vous connecter, de vous être connectés donc à ce webinaire sur l'index égalité professionnelle. On va se permettre d'attendre encore quelques petites minutes pour permettre aux derniers arrivants connectants de pouvoir également interagir s'ils le souhaitent. Donc il est 31, nous accordons encore 2 minutes et puis nous commençons ce webinaire et nous respecterons les délais annoncés. Bon, très bien, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur l'index égalité professionnelle. Merci de vous être connectés. Ce que nous vous proposons avant de démarrer, c'est pour être sûr que tout le monde entende bien ce que nous allons dire avec Farida et que le son est correct pour vous, de nous donner un petit message dans la partie chat ou questionnement plus exactement, si vous avez juste un petit élément. Merci pour ceux qui nous ont répondu déjà, comme quoi le son était bon. Donc, du coup, nous allons pouvoir commencer. Eh bien, écoutez, merci d'être présents et nous sommes ravis, Farida et moi-même, de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons respecter le timing d'être jusqu'à 10h15 sur ce sujet-là. Comme vous l'avez compris, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans la partie questions. On se permettra d'y répondre avec Farida de prime abord plutôt à la fin du webinaire. Maintenant, vous savez, on n'est jamais à l'abri de changer d'avis en cours de route, mais sur le principe, nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Donc, du coup, nous sommes deux aujourd'hui à animer ce webinaire. Il y a Farida El-Kantouche qui est près de moi et qui est expert en droit social. Bonjour à tous. Voilà, et moi-même, donc, qui suis experte en ressources humaines. Très bien, bien, commençons par le programme de notre webinaire. Alors, concernant notre programme, concernant l'index femmes-hommes, alors c'est une disposition qui est issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, qui a mis une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de calculer un index sur l'égalité, effectivement, hommes-femmes. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous allons évoquer avec Séverine 7 mesures et à titre accessoire, nous évoquerons à la fin de ce webinaire également une autre mesure issue de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui est effectivement le référent harcèlement et agissement sexiste qui est important. Alors, concernant quelques chiffres. Alors, vous savez tous que l'égalité homme-femme a été déclarée grande cause nationale du quinquennat par Emmanuel Macron avec la mise en place d'un grand plan d'action global pour lutter contre les inégalités salariales hommes-femmes. Alors, depuis près de 46 ans, dans le Code du travail est insérée donc une disposition relative au principe à travail égal, salaire égal. Mais le constat est que des différences de salaire substantielles persistent entre les hommes et les femmes. Alors, vous voyez qu'une femme perçoit un salaire 9% de moins qu'un homme à âge et poste identiques selon le ministère. L'écart peut s'élever à 25% tout poste confondu. Et lorsqu'une femme travaille à temps complet, elle gagne en moyenne 18,6% de moins qu'un homme. Le constat est clair, le principe d'égalité homme-femme n'est pas pleinement respecté. Il résulte de l'étude commandée par le ministère du Travail que 36% considèrent que la priorité doit être donnée à la mise en place d'une égalité salariale réelle pour un poste équivalent. 55% constatent une minoration des chances d'évolution pour les femmes et 74% effectivement regrettent que les salaires des femmes soient inférieurs à ceux des hommes.
Les mesures qui figurent dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel vont permettre d'apporter plus de transparence sur les pratiques des entreprises. Alors, l'index, de quoi parlons-nous? Alors, tout simplement, il s'agit d'un outil d'évaluation, c'est-à-dire un système de points pour responsabiliser les entreprises, qui va permettre d'apprécier l'effort consenti par les entreprises pour l'égalité salariale homme-femme. Cet index permet de noter les entreprises sur 100 points en fonction de nombreux critères qu'on va voir après. Le ministère du Travail a publié un guide pratique qui est sur son site avec un tableur et avec une foire aux questions. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on n'est plus dans une obligation de moyens, mais dans une obligation de résultats. C'est quelque chose d'innovant. On peut parler de quatre phases. La première phase, donc, c'est qu'on a 5 indicateurs qui sont prévus. Une transparence, à savoir que les entreprises doivent publier leurs notes, leur index sur leur site. Elles ont aussi la possibilité d'engager des actions correctives. Elles ont 3 ans pour le faire. Et un contrôle, bien entendu, qui est fait par les directs, donc les inspections du travail et la Direction générale du travail, dans le cas où, au bout de ces 3 ans, l'entreprise a toujours une note inférieure à 75. Et on parlera aussi de sanctions financières. Ce nouveau dispositif est important, il faut le rappeler, issu de préconisation du rapport de Sylvie Lair, qui est quand même DRH France de Schneider Electric et qui avait été missionné en raison de son expertise par Muriel Pénicaud, qui est ministre du Travail. L'objectif était de définir une méthodologie de l'index de l'égalité homme-femme. Et les principes de cette méthodologie figurent dans le décret d'application du 8 janvier 2019. Voilà pour cette première présentation. Donc, je vais laisser la parole à Séverine pour parler plus précisément des indicateurs. On a eu un petit problème de son. Donc, juste pour redémarrer, pour vous dire que l'index pourrait se résumer en 3 étapes: calculer, publier, corriger. J'espère que maintenant vous nous entendez à nouveau. Ça doit être bon, donc que vous avez entendu. Donc ça y est, j'envoie des petits OK. Merci beaucoup de vos alertes. La technique avec Farida, des fois, à cause de nous, est peut-être limitée. On est expert, comme on vous l'a dit, sur le droit social et sur les ressources humaines, mais a priori pas sur la technique de la technologie du webinaire. Donc, comme on vous le disait, l'index correspond à 3 grandes étapes: calculer, publier, corriger, et il se compose de 5 indicateurs. 5 indicateurs, chacun ayant un nombre de points déjà prédéfinis. En l'occurrence, le premier, écart de rémunération, 40 points. Donc déjà, vous avez compris que c'était un des éléments, j'allais dire, de fondement de l'index. Le second, qui concerne l'écart de répartition des augmentations individuelles, 20 points. Le troisième, écart de répartition des promotions, 15 points. Le quatrième, pourcentage de salariés augmenté au retour d'un congé maternité, 15 points. Et le dernier, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations, 10 points. Donc tout cela vous a fait 100 points, comme vous l'avez compris. Petite précision apportée par le législateur concernant les PME entre 50 et 250 salariés qui, elles, se sont vues fusionner les indicateurs 2 et 3 pour être à 35 points en totalité, et à simplifier, mais on le verra un peu après. Comme vous le savez, cet index a déjà vu le jour dans sa
pas seulement en théorie, mais aussi dans sa pratique, puisqu'il y a un échelonnement dans la publication de cet index en fonction de la taille de l'entreprise. Et effectivement, on a été en contact avec un certain nombre d'entreprises déjà de plus de 1000 salariés qui ont dû, elles, publier au 1er mars 2019. Vous verrez, Farida vous fera un petit point de ce qui s'est passé. Et on est dans la deuxième vague de publication à compter du 1er septembre 2019, où là, ce sont les entreprises à partir de 250 salariés qui devront publier donc leurs chiffres. La particularité de cet indicateur, vous savez, les lois en général fixent beaucoup d'obligations, pas forcément de sanctions, mais justement, là, comme vous l'avez compris, ou en tout cas, nous vous le confirmons, il y a une sanction possible. Quand je dis possible, on a l'impression que c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, une sanction envisageable jusqu'à 1% de la masse salariale dans le cadre de plusieurs principes qui sont soit vous n'avez pas publié, soit vous avez une note inférieure à 75 sur 100 et vous n'avez pas mis en place, et vous ne mettez pas en place dans un délai de 3 ans, des mesures correctives. Soyons clairs, Farida vous l'a dit, c'est véritablement un principe au-delà du principe presque politique de l'égalité femmes-hommes, c'est aujourd'hui une volonté forte de s'attaquer à l'égalité, puisqu'on sait, à travers ce qui vous a été dit, comme quoi il semblerait qu'on ne soit pas très très bien au niveau des entreprises, même si les choses se sont quand même améliorées quand même. On ne peut pas rester sur l'idée et le préjugé reçu comme quoi ça ne va pas, l'égalité dans l'entreprise, elle n'est pas là, les entreprises ne font rien. C'est du préjugé, c'est peut-être du politiquement correct que de le dire, mais c'est en tout cas pas de la réalité. Les entreprises travaillent, certaines moins peut-être, mais en tout cas beaucoup travaillent positivement sur cela. Donc rentrons maintenant dans le détail, puisqu'on sait que vous en êtes impatient, l'ensemble de ces indicateurs. Le premier. Ah oui, au préalable, on vous a préparé un sondage. Pardon, autant pour moi. Un petit sondage pour justement essayer d'avoir une petite idée de tout cela. En l'occurrence, la question est la suivante. Selon vous, quel est le pourcentage d'entreprises de plus de 1000 salariés ayant respecté leur obligation de publication de l'index au 1er mars 2019 ? On vous laisse répondre, soit 100%, soit entre 50 et 80%, soit plus de 80%. On vous laisse quelques secondes encore pour pouvoir prendre le temps de voter. Très bien. Alors, vous nous dites que vous êtes à 77% à nous dire que, selon vous, le nombre d'entreprises ayant publié se situerait entre 50% et 80%, et 23%, vous nous dites plus de 80%. Alors, effectivement, on est à 84% donc d'entreprises de plus de 1000 salariés qui ont publié leur index au 1er mars 2019. Et on verra justement un petit peu plus dans le détail. Un petit bilan qu'on vous… Exactement. Voilà. Merci de votre participation. Nous reprenons la suite. Et effectivement, le premier indicateur concerne, qui est quand même le principal, qui a presque justifié, si l'on peut dire, la création de cet indicateur. C'est donc la raison pour laquelle il a un pourcentage aussi important en nombre de points. En l'occurrence, l'entreprise doit supprimer donc les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à poste et âge comparables. Une fois que je vous ai dit ça, c'est que l'entreprise doit atteindre 0% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Bien entendu, 0%, c'est l'objectif à atteindre, et en fonction de votre réalité de situation, les éléments peuvent être proratisé, c'est-à-dire que ce n'est pas ou tout ou rien. En clair, ce n'est pas parce que vous êtes à 0% que vous avez 0 point. Enfin, c'est plutôt si vous avez des écarts, vous êtes à 0 point. C'est tendre vers, et ensuite le chiffre de résultat est proratisé. Donc, on peut avoir 37%, 36%, etc. Pour cela, c'est que prend-on dans le calcul, puisque très clairement, c'est l'indicateur qui, au final et in fine, pose le plus de difficultés dans la base de données à venir récupérer et ce qu'on doit prendre en compte. L'indicateur, comme il compare les rémunérations, il s'agit déjà de se dire que l'on doit prendre les rémunérations de base. Excusez-moi le terme, même s'il peut être un petit peu gênant. En tout cas, c'est des rémunérations qui inclut les primes de performance et les avantages en nature. Tout ce qui est primes de nuit, heures supplémentaires, nous l'avons marqué volontairement pour que vous puissiez le récupérer, et les primes de départ et de précarité, elles sont exclues.
En principe, vous devez calculer cela en répartissant bien sûr les hommes et les femmes, bien entendu, bon, c'est quand même le principe, mais pas seulement, en tenant compte des tranches d'âge de moins de 30 ans, de 30 ans à 40 ans, de 40 ans à 50 ans et plus de 50 ans. Sur ces éléments-là, vous n'avez pas la main, entre guillemets, c'est imposé. Ensuite, il vous reste un dernier point pour être réparti par les catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Ça, c'est la classification CSP classique. Cependant, vous pouvez avoir d'autres classifications qui sont opérantes en entreprise. Si tel est le cas, vous pouvez les utiliser et donc pas utiliser celles qui sont affichées à l'écran. Mais si tel est le cas, vous devez en tout cas impérativement faire valider au préalable cela par votre CSE, mais ça, on y reviendra. Mais sachez-le, c'est au départ, utilisation de la structuration ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, ingénieur et cadre. Si vous utilisez une autre classification, c'est possible, mais vous avez des étapes internes à réaliser en préalable. Alors, concernant le second indicateur, le second indicateur concerne les augmentations entre les hommes et les femmes. Pour obtenir les 20 points, il faudra avoir augmenté autant de femmes que d'hommes à 2% près. Alors, on a mis en avant le principe de méritocratie. Concernant le troisième indicateur, concerne plutôt les chances de promotion entre les hommes et les femmes. Il s'agit ici de combattre le plafond de verre, c'est ce phénomène qui bloque l'avancée des carrières des femmes. Pour contrer ce phénomène de plafond de verre, les entreprises devront lever le frein à l'ascension professionnelle des femmes. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous avez cet indicateur sur les promotions entre les hommes et les femmes. Juste parce que nous avons une question qui ne concerne pas le fond mais la forme. Oui, vous aurez le support qui vous sera remis à la fin pour répondre à ceux qui nous ont posé la question. On a oublié de vous le préciser en amont. Donc, cette précision-là est faite. Nous fermons la parenthèse. Nous avons donc ensuite un quatrième et un cinquième indicateur, puisque c'est la totalité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'entreprise peut pratiquement faire l'impasse sur aucun des indicateurs. Et vous allez comprendre cette phrase, c'est en particulier le quatrième indicateur, où tous les salariés, donc là pour le coup c'est forcément spécifiquement pour les femmes, vous allez vite comprendre, doivent être augmentés à leur retour de congé maternité dès lors que des augmentations ont été données en leur absence. C'est un rattrapage donc salarial qui est obligatoire depuis 2006. Hein, c'est pas l'index qui a mis en place cette obligation. C'était déjà obligatoire donc depuis 2006, donc depuis au moins 13 ans. Et là, si beaucoup d'indicateurs sont proratisés, comme on vient de le voir, celui-ci ne l'est pas. C'est où vous avez pas. C'est-à-dire, soit vous avez augmenté toutes les personnes qui auraient dû l'être suite à leur congé mat et vous avez 15 points, soit vous n'avez pas la totalité, et j'insiste sur le mot la totalité, et vous perdez 15 points. Donc, pour être très clair, on a quelques entreprises, quelques clients avec lesquels nous avons travaillé. On vous montrera un petit peu ce qui a été réalisé. Dans le calcul de l'index, beaucoup d'entreprises perdent déjà 15 points rien qu'à ce niveau d'indicateur. Vous êtes d'accord avec moi? 15 points, ça veut dire que déjà, au lieu d'avoir potentiellement 100%, on part sur 85. Donc du coup, ça peut vite descendre. Il suffit dans le cas précis auquel je pense, il y avait eu 18 personnes qui avaient eu un congé maternité. Il s'avère que dans le lot, 2 ne l'avaient pas été, alors qu'elles auraient dû l'être, bien entendu, dans le sens où il y avait eu des augmentations qui avaient été attribuées. Dès lors, boum, 0 point et même pas de proratisation. Donc, c'est un critère qui est important dans sa comptabilisation. Et bon, là, on le fait de façon un petit peu brutale quand on vous le dit. Mais en fait, c'est un critère qui doit être respecté depuis, sur le principe, depuis 2006. Dernier indicateur, qui est proratisable, celui-ci, qui concerne d'avoir au moins 4 femmes ou hommes dans les 10 plus hautes rémunérations, et cela vaut 10 points. C'est-à-dire que si on en a 3, les points sont minorés, mais en tout cas, on ne tombe pas à 0. C'est juste donc proratisé. Il y a donc des tranches attribuées sur cet indicateur. Le plus difficile là-dedans est très souvent d'établir finalement les salaires en équivalent temps plein, parce que pour comparer, dans tous les cas, hein, que ce soit du premier indicateur jusqu'au dernier, on parle à chaque fois en équivalent temps plein. Même si les personnes, hommes ou femmes, sont en temps partiel, leur salaire, pour
le calcul est bien ramené à temps plein. C'est important parce que certaines entreprises pensaient ou espéraient, je ne sais pas, que le calcul de des indicateurs pour l'index permettrait de remplacer les tableaux de situation comparée. Et non, hein, les tableaux de situation comparée, eux, sont sur la réalité de ce que vous avez. Les gens sont à temps partiel, ils restent à temps partiel dans vos tableaux, alors que dans l'index, on parle bien à chaque fois en équivalent temps plein pour pouvoir comparer au plus juste d'un collaborateur homme à un collaborateur femme en fonction des situations. Donc voilà les 5 indicateurs qui composent l'index. Alors, concernant les acteurs dans le contrôle de cet index, vous avez 2 types d'acteurs, les partenaires sociaux. En l'occurrence, vous avez donc le comité social et économique ou pour les entreprises qui n'auraient pas encore mis en place le comité social et économique, le comité d'entreprise. Donc, les indicateurs qui seront calculés et la note qui en découlera devront être mis à disposition du CSE via la base de données économiques et sociales, donc la BDES, pour que les partenaires sociaux aient connaissance effectivement des modalités de calcul de l'entreprise. Le CSE pourra bénéficier également d'expertises qui seront financées par l'employeur concernant effectivement la consultation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Alors, autre acteur, l'inspection du travail. Alors, l'inspection du travail, un plan d'action global de 2019 prévoit un renforcement conséquent des interventions de la DIRECT dans le domaine de l'égalité professionnelle. Vous voyez qu'effectivement, ce renforcement, c'est que le plan assigne au système d'inspection du travail un objectif de 7000 interventions en 2019. Donc, vous voyez que les interventions sont multipliées par 4. Et ces interventions devraient porter dans un premier temps sur des actions d'information et d'accompagnement, et puis dans un second temps sur des actions de contrôle. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit d'une mobilisation forte des directs au regard de l'exigence qui est portée par le gouvernement. Attention, l'absence de mise à disposition des informations au comité social et économique est susceptible de constituer une entrave au fonctionnement régulier de cette instance et est passible d'une amende de 7 500 €. Donc, soyez vigilants par rapport à cette obligation. Donc, les sanctions, c'est ce que l'on évoquait déjà un peu. Donc, déjà, il faut donc publier. Publier, c'est certes sur votre site internet, mais ce n'est pas vraiment cela, la vraie publication. La vraie publication, c'est surtout et avant tout sur le site on va dire du ministère. En tout cas, c'est tout simplement, et vous avez un lien avec des écrans qui vous amène à la publication auprès de votre direct. On vous demande donc de remplir, de vous connecter et de remplir chaque élément demandé correspondant aux 5 indicateurs. Donc, la publication, c'est vraiment une publication au sens officiel du terme. Il n'est pas exclu que c'est aussi une publication interne via le site internet, mais ce qui fait foi, c'est bien la publication sur le site de votre direct, pour simplifier. Donc, c'est obligatoire. Et si vous ne le faites pas dans les délais, vous encourez une sanction financière jusqu'à 1% de sa masse salariale. Ce webinaire, nous l'avons déjà réalisé, pour tout vous dire, au mois de février pour les entreprises qui devaient publier au 1er mars 2019. Et on s'était dit, le on étant Farida et moi-même, on s'était dit que si les entreprises qui ne publiaient pas dans le délai, vu que tout le monde avait été quand même informé très tardivement de cet index et donc de la méthode de calcul, qu'il y aurait de la part des inspecteurs du travail un rappel à la loi légitime en disant n'oubliez pas, vous devez publier, vous êtes un peu en retard. Bon, je vous dirai pas une tape sur les doigts, mais un petit peu dans cette idée-là. En fait, ça n'a pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les quelques entreprises qui n'ont pas publié dans les temps, donc celles de plus de 1000 salariés, qui devaient publier au 1er mars, on y reviendra après, sachez que l'inspection du travail est carrément venue et les a sommés, ils ont tous reçu une mise en demeure, comme quoi ils devaient publier, sous peine évidemment de la mise en place de la sanction. Ce qu'il faut donc comprendre à travers cette phrase, à travers ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de dérogation sur le délai affiché de publication. Vous devez, si vous êtes dans la tranche du 1er septembre, vous devez publier au 1er septembre. Et ce n'est pas à partir du 1er septembre. Si vous préférez, c'est au plus tard le 1er septembre que vous devez le réaliser. Ça, c'est votre premier motif, entre guillemets, de sanction financière en l'absence de publication. Vous ne serez pas directement sanctionné, mais en tout cas, vous aurez une mise en demeure de le faire dans un certain délai. Et généralement, le délai, sauf explication, il est même de 15 jours.
Le seul délai supplémentaire que j'ai vu, c'est de 1 mois, parce que l'entreprise avait justifié, comme quoi, en l'occurrence, elle travaillait avec un cabinet, je ne le nommerai pas parce que c'est nous, mais puisque vous me le demandez, je vais vous le dire, et qui a pu justifier comme quoi c'était en cours de calcul et qu'on avait donné un calendrier et une date butoir. Donc, c'est pour vous dire que la publication et la mise en demeure est assez courte. Deuxième motivation qui pourrait justifier une sanction, c'est que, au-delà de la non-publication, c'est vous êtes en dessous de 75 sur 100, qui est le barème minimal à avoir pour dire que vous n'avez pas d'action corrective à mener. Donc, on est d'accord, cet index se publie chaque année. Là, on est dans la progressivité, 1er mars 2019, 1er septembre 2019, 1er mars 2020, mais ensuite, c'est chaque année que l'entreprise doit publier, peu importe sa note la première année. L'objectif pour cette entreprise, c'est qu'il soit vu son évolution annuelle. Cette publication, normalement, plutôt l'index, doit être dans le meilleur des mondes, soit linéaire, soit en progression. On sent bien que s'il diminue, ça ne va pas bien le faire. Il doit être en progression, surtout s'il est en dessous de 75, qui est l'obligation dans ce cadre-là de fournir des mesures correctives pour justement l'amener au-dessus de 75 sur 100. Donc, voilà, il y a des pénalités qui seront mises en place pas avant le 1er mars 2022 au plus tôt, puisqu'on a 3 ans de mise en conformité dès lors qu'on publie bien chaque année et donc, du coup, c'est le délai qui est mis en place. Donc, ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire que si une entreprise aujourd'hui a 69, je dis ça au pif, et publie son index, elle n'aura pas une sanction parce qu'elle est en dessous de 75. Elle serait dans 3 ans avec des sanctions financières si elle n'avait pas mis en place de mesures correctives et si elle n'avait pas augmenté du coup son résultat. Donc, c'est quand même c'est contraignant, mais c'est quand même un petit peu moins contraignant. Cependant, et j'insiste, l'inspection du travail contrôle la publication pour l'instant et contrôlera demain le contenu des mesures correctives. Donc, et la réalisation effective de ces mesures correctives. Donc, c'est un sujet à prendre, plus que tout sujet doit être pris sérieusement, mais là, celui-ci peut-être encore plus, puisqu'il y a quand même une pression politique. Farida me fait le pouce en haut, sous-entendu du haut, sur ce sujet-là. Les inspections du travail, j'irais presque envie de vous dire, c'est pas qu'elles n'ont pas la main, parce que bien sûr qu'elles ont la main, mais elles sont obligées de contrôler. Elles sont obligées de contrôler, ça leur est demandé, ce sont des objectifs qui leur sont fixés dans ce sens-là. Donc, personne ne passera au travers, dit autrement. Voilà, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance avec les sanctions. Alors, on voulait vous faire un premier bilan issu de la publication de l'index pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Alors, sur 1340 entreprises, alors c'est Muriel Pénicaud qui a fait une intervention sur le plateau de LCI le 23 juin dernier et qui a dressé un premier bilan issu de la publication de l'index par les entreprises de plus de 1000 salariés. Alors, elle a rappelé que la France est le premier pays à créer une obligation de résultat pour les entreprises, qu'il s'agit d'une mesure qui est publique puisque les candidats à l'embauche peuvent très bien aller sur le site de l'entreprise pour regarder sa note, et ce qui veut dire qu'effectivement, au niveau publicité, c'est quand même important. Alors, concernant la première vague pour les entreprises de plus de 1000 salariés, les résultats à jour sont les suivants. Donc, on a 1340 entreprises. Sur ces 1340 entreprises, vous en avez 1130 qui ont publié leur index, soit 84%, qui correspond à ce qu'on vous a dit dans le sondage. On a quand même 200 entreprises qui n'ont pas publié leur index. Donc, pour ce faire, les inspections du travail et la Direction générale du travail sont en train de les contacter, comme vous disait Séverine tout à l'heure. Et si elles ne se conforment pas très vite, elles vont être mises en demeure et pourraient avoir des sanctions financières, même pour ne pas avoir répondu à l'obligation de publication de l'index. Et la sanction financière, eh ben, c'est comme on vous l'avait dit, ça peut correspondre à 1% de la masse salariale. Sur ces 1130 entreprises, 15% sont en alerte rouge, c'est-à-dire qu'elles ont des résultats vraiment mauvais, à savoir une note qui est inférieure à 75 points, et elles doivent agir rapidement. Nous avons par exemple des entreprises qui ont un index à 51, 68, 69, 70, donc des index qui sont bien en dessous de la note de 75 qui est attendue. Et il y aura des sanctions pour celles qui n'arriveront pas en 3 ans à une égalité. Donc elles ont 3 ans pour mettre en place des actions correctives. En résumé, on a une minorité qui a obtenu 100 points sur 100, mais la grande majorité a du travail encore à faire, dont les 15% immédiatement.
La tendance est également que les entreprises respectent plutôt bien le principe à travail égal, salaire égal, puisque la moyenne sur cet indicateur est de 37 sur 40. Concernant le 4e indicateur, les augmentations post-retour de congé maternité, malgré que cette obligation soit inscrite dans la loi depuis 2006, on a quand même 27% des grandes entreprises qui ne la respectent pas. Et pour le dernier indicateur, qui concerne la part du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, l'index confirme qu'il existe toujours un plafond de verre dans la majorité des grandes entreprises, puisque la note moyenne de l'indicateur est de 3 sur 10. Donc, vous voyez qu'effectivement, ce premier bilan montre que les entreprises ont encore du travail à faire pour atteindre cette note de 75 et faire en sorte que cette égalité professionnelle soit bien présente dans les entreprises. Donc, nous accompagnons, comme vous l'avez compris, les entreprises sur le calcul de l'indicateur, puisque on a dit et on a vu qu'il y avait 5 indicateurs. Cependant, comme vous vous en doutez, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Le fait qu'il est bien précisé que les collaborateurs qui sont pris en charge doivent être au moins à 6 mois de présence. C'est-à-dire que si vous avez des collaborateurs qui n'ont été présents que 2-3 mois, pas forcément d'affilée en plus, hein, en continu, ça peut être en discontinu, ou qui sont arrivés ou partis en milieu d'année par rapport à la période de référence que vous choisissez, puisque c'est vous qui choisissez votre période de référence. Généralement, on se cale sur la période de référence, soit sur une année civile, soit sur une année fiscale si elle est différente, mais vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui choisissez votre période de référence. Ça nous permet aussi d'identifier toutes les spécificités que vous pouvez avoir en matière de primes, de bien exclure tout ce qui est alternant des rémunérations à prendre en compte. C'est donc de pouvoir lister tout cela. Et c'est vrai que selon le logiciel que vous avez de paye, c'est vrai que c'est plus ou moins facile. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné, on vous a donné un exemple. Alors, on ne va pas rentrer peut-être dans le détail au sens de la diapositive, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. On a eu affaire à un hôpital de 2300 salariés qui n'avait pas publié au 1er mars pour des raisons très clairement techniques, hein, pas des raisons de volonté ou de ne pas avoir essayé de le faire. D'ailleurs, ça a été utile au 1er mars puisque quand l'inspection du travail est arrivée en lui disant vous n'avez pas publié, ils ont au moins justifié comme quoi ils avaient tenté. Ça a été important, hein, la justification. Et donc, c'est là où ils ont expliqué que nous devions rendre les éléments pour le 2 juillet. Donc, et c'est la raison pour laquelle l'inspection du travail a accepté ce délai. Mais c'est pour vous dire qu'il a fallu vraiment justifier, suite à la visite de l'inspection du travail, pourquoi il n'y avait pas eu publication. C'était compliqué dans le sens où le logiciel de paye n'était pas aussi aisé à manipuler qu'on pourrait l'imaginer, ce qui nous a permis donc de faire les extractions nécessaires pour justement aider le client en question sur le calcul en utilisant, comme vous le voyez en bas à gauche, les tableaux fournis par le ministère. On est parti volontairement de la base existante du ministère parce qu'il ne s'agit pas de créer ses propres bases. Ils attendent des éléments, même s'ils ne sont pas là, ces tableaux-là qui sont fournis, c'est les tableaux fournis sous Excel par ministère. Et nous avons juste créé des macros et des programmations. Donc, c'est là où nous avons mis en cercle rouge des programmations qui sont spécifiques au client pour lui permettre surtout de le sortir ensuite chaque année. Car comme vous l'avez compris, et je l'ai dit et je vous le redis, c'est chaque année. Sachez d'ailleurs au passage que si vous êtes concerné pour votre première publication à partir du 1er septembre, excusez-moi, vous allez devoir le republier au 1er mars, puisque vous, pas de chance, hein, vous démarrez en milieu de processus. La date de publication retenue ensuite, ce sera à chaque fois le 1er mars de chaque année. Vous êtes juste en 1er septembre pour la première fois, mais vous allez devoir le refaire au 1er mars. C'est pourquoi il vaut mieux avoir des petits programmes qui viennent simplifier un petit peu les choses. Car si vous devez passer à chaque fois plusieurs jours, plusieurs semaines, j'ose pas dire plusieurs mois quand même, mais en tout cas au moins plusieurs semaines sur ce type de calcul, non seulement c'est improductif, c'est une évidence, mais c'est surtout, c'est quand même pas super intéressant en soi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place une programmation intéressante pour ces fichiers-là et ces tableaux Excel. Là, la bonne nouvelle, et je ne vous cache pas que le client n'était pas certain au départ, la bonne nouvelle, nous pouvons vous le dire, il a eu une note de 92 sur 100, donc ça, il était plutôt content.
parce qu'il y avait finalement des choses où il n'était pas si sûr que ça du résultat, de ce qui était à prendre en compte, pas prendre en compte, parce que sincèrement, même si la DGT, la Direction Générale du Travail, est intervenue et a donné pas mal de précisions sur les prises en compte, chaque entreprise, je pense que c'est aussi votre cas, chaque entreprise a ses propres spécificités et donc à un moment donné, on peut se retrouver devant une situation difficile. Donc voilà, nous vous rassurons pour ce client, il a pu publier en temps et en heure, enfin en temps et en heure, nouveau, c'est-à-dire pour lui début juillet, et l'inspection du travail, je ne vous dis pas qu'elle est satisfaite parce qu'il y avait d'autres problèmes par ailleurs. Donc, elle est au moins en partie satisfaite. Voilà, c'était pour vous expliquer ce qui avait été réalisé dans ce cas-là. Voilà pour l'index, on vous répondra à l'ensemble de vos questions. Nous avons déjà vu que vous en avez quelques-unes. On va juste zoomer rapidement, mais très, très, très vite, parce que c'est dans la même thématique, pour vous parler du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est juste pour vous dire que c'est un sujet d'actualité pour nous et qui est issu de cette même loi. Donc, ça nous semblait important juste de vous rappeler parce que dites-vous que si l'inspection du travail vient pour l'index, elle ne vient pas que pour cela. Alors, effectivement, dans la même loi, vous avez une autre obligation qui concerne la désignation d'un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Alors, cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Donc, le comité social économique doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. Alors, ça se fera par une désignation à la majorité des voix. Donc, alors, si effectivement, ça concerne uniquement le CSE et pas les comités d'entreprise, parce que la loi prévoit uniquement le CSE. Donc, ce qui veut dire que tous les CSE devront être mis en place à compter du 1er janvier 2020. Et pour ce faire, ils devront effectivement, dans les semaines après l'élection, désigner parmi leurs membres un référent. Alors, ce référent va bénéficier d'une formation, bien entendu, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Et cette formation, elle est prise en charge par l'employeur. Donc, ça, c'est pour le CSE. Vous avez également une obligation de désignation d'un référent, mais cette fois-ci pour toutes les entreprises qui emploient au moins 250 salariés. Donc, ce référent sera chargé d'orienter, d'informer et accompagner les salariés pour la même matière, à savoir la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors, il s'agit d'un point de vigilance supplémentaire pour les DRH qui s'ajoute bien entendu au vaste chantier visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc voilà, si on vous en a parlé, c'était juste pour vous prévenir, mais vous l'aurez sur le support, comme quoi nous avons mis en place des formations inter-entreprises qui ont lieu au mois de septembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, puisque les deux dates qui sont définies, c'est le 20 septembre 2019 et le 4 octobre 2019. Voilà, c'était le petit zoom sur la partie référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, que nous souhaitions faire avec Farida. Et là maintenant, nous allons répondre à vos questions qui sont, ma foi, nombreuses. Les premières questions, c'est les entreprises vont-elles devoir publier leur index tous les ans? Oui, non seulement tous les ans, mais en plus avec la spécificité, comme je le disais, pour celles qui ont plus de 250 salariés, que vous allez publier pour la première fois au 1er septembre, vous allez devoir republier au 1er mars. Quand on aime, on ne compte pas. Ça n'est pas seulement les entreprises qui ont une note inférieure à 75 sur 100 qui doivent publier. Ça, c'est celles qui sont en mauvaise posture, on va dire. C'est véritablement tout le monde. C'est l'effectif qui est important et donc qui doit permettre cette publication. Et c'est juste quand on est en dessous de 75 sur 100 qu'on doit en plus avoir des mesures correctives à mettre en place. Oui, c'est bien une obligation annuelle. Nous sommes une entreprise de transport en commun. Notre site Internet est consacré à la communication pour nos clients. Nous n'avons pas de site intranet. Comment pouvons-nous publier notre index? Bon, déjà, sur la partie intranet, je vais vous la mettre de côté dans le sens où les textes ne parlent pas d'intranet. C'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau principal donc, de la publication, c'est le site donc, de la DGT. Donc, on vous transmettra le lien pour que vous puissiez savoir comment faire lorsque vous êtes pour pouvoir publier, et c'est votre site Internet. Alors, c'est vrai qu'il est dédié client, mais il considère, il étant le législateur, considère que le site Internet est aussi accessible à d'éventuels candidats et qui est censé démontrer vous devez dire qui vous êtes, quelque part. Et donc, on ne vous demande pas à ce que ce soit sur la home page de votre site Internet, mais ça doit être présent dans le qui sommes-nous, dans nos valeurs, ou que sais-je encore. Mais en tout cas, vous devez pouvoir l'insérer
dans votre site internet, même si ça n'est pas forcément contrôlé cette partie-là, vous mettriez peut-être en défaut, même pas peut-être, vous mettriez en défaut si vous ne le mettiez pas sur votre site internet. Retour de congé maternité, si une disposition conventionnelle prévoit une augmentation générale de tous les salariés, et donc y compris celle en congé maternité, cela valide-t-il les 15 points? Oui. Oui. Pour nous, ça valide les 15 points. Normalement, les textes disent que c'est au retour de congé mat ou au retour du congé parental ou d'adoption. Cependant, si c'est conventionnel et que vous pouvez le démontrer que ce n'est pas une pratique que vous avez modifiée, mais une pratique courante, ça doit pouvoir passer. Mais en tout cas, c'est intéressant sur ce point-là, c'est effectivement les congés maternité enfin en tout cas les augmentations liées suite à un congé maternité qui sont, je ne sais pas si c'est les plus regardés, mais en tout cas qui sont quand même très zoomés par les inspections du travail. Vu que c'est une obligation ancienne, il faut être très au clair sur comment vous faites et comment vous ne faites pas. Quel est le site exact pour publier les index? On vous transmettra le lien pour le site exact, sachant qu'il se retrouve facilement sur le site du ministère du Travail. Cependant, pas de souci, nous vous le transmettrons en complément. Qu'en est-il des salariés rémunérés et uniquement à l'acte? Leur sexe n'a rien à voir avec leur rémunération et les écarts ne dépendent donc pas de l'employeur. J'ai envie de vous dire que j'entends bien, mais vous devez les comptabiliser et les mettre dans une catégorie également de répartition telle que c'est prévu. Vous n'êtes pas le premier à nous faire état de ce type de situation et vous êtes, j'allais dire, le fait que ce soit rémunéré à l'acte, c'est absolument inopérant. C'est pas ça n'intervient pas, ce qui pose d'ailleurs d'énormes problèmes, c'est que au final, dans ce type de calcul, vu que vous devez ramener les salaires de cette même personne en équivalent temps plein, c'est parfois des personnes qui se retrouvent du coup dans les 10 meilleures rémunérations de l'entreprise, alors qu'en fait, elles sont très peu présentes, effectivement. On a eu le cas, donc ça nous parle bien, mais en tout cas, j'ai presque envie de vous dire que la vie est ainsi, cruelle. Autre question, la rémunération des alternants doit-elle aussi être prise en compte? Non, les alternants sont exclus du calcul dans le cadre des indicateurs de l'index. Bonjour, pour les retours de congé maternité, l'augmentation doit-elle avoir lieu obligatoirement au retour pour être comptabilisée? Si elle se fait pendant le congé maternité, est-ce que cela compte? On a un petit peu répondu à la question, mais on va vous y répondre une nouvelle fois, à savoir que le texte dit normalement que c'est au retour de congé maternité que l'augmentation doit avoir lieu, au retour de congé ou au retour de congé parental, s'il n'y a pas eu de retour dans l'entreprise, ou d'adoption, bien entendu, et pas pendant. Sauf si vous avez une disposition conventionnelle qui explique que la pratique est ainsi, et c'est donc pas vous qui la mettez en œuvre spécifiquement, en tout cas vous l'appliquez parce que c'est conventionnel. Peut-on avoir le lien? Oui, bien sûr, on vous donnera le lien du ministère et il y a également effectivement les tableaux Excel que l'on vous a montrés. Donc, 5 tableaux Excel correspondant à chaque indicateur de l'index. Il vous aide à calculer dans le sens où vous avez déjà les chiffres à insérer. Je m'explique. C'est-à-dire que vous savez déjà quel est le montant des rémunérations à insérer et ça vous calcule tout seul. Souvent, la difficulté, c'est plutôt comment on trouve le résultat des rémunérations. Mais en tout cas, pas de souci, nous transmettrons également le site du ministère pour retrouver les tableaux Excel en question. Faut-il faire les calculs au niveau établissement ou groupe? Donc là, justement, il y a plusieurs niveaux de situations qui doivent être prises en compte. Donc, on va dire qu'il y a trois grands principes. Soit lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le calcul des indicateurs est effectué au niveau de l'entreprise et non de l'établissement. Premier cas. Deuxième cas, lorsque plusieurs sociétés forment un groupe, les indicateurs doivent être calculés au niveau de chaque entreprise composant le groupe. Donc, vous avez compris, ce n'est pas au niveau du groupe que c'est calculé, mais bien au niveau de chaque entreprise du groupe. Et on ne l'a pas évoqué, mais en cas de constitution d'un CSE au niveau d'une UES, d'une unité économique et sociale, qui serait bien entendu reconnue par accord collectif, sinon ça n'a pas de sens. À ce moment-là, les indicateurs par exception sont calculés au niveau de l'UES. Donc c'est important de se dire que le groupe n'a pas d'existence en tant que tel, mais c'est vraiment au niveau de l'entreprise que cela est calculé.
Alors, comment faire si les entreprises n'ont pas de moyens de comparaison pour le premier item, exemple, que des femmes ou que des hommes dans un poste précis? Alors, c'est vrai que s'il y a un nombre insuffisant pour pouvoir comparer, du coup, l'indicateur en tant que tel est supprimé. Mais maintenant, et donc ça veut dire que si c'est le premier indicateur et le premier indicateur qui fait 40 points, excusez-moi, cela veut dire que l'entreprise aura un résultat sur 60 points au lieu de 100. Cependant, je tiens à vous dire et à vous préciser que si vous êtes concerné par un indicateur que vous ne pouvez pas calculer, vous avez intérêt d'être très précis dans la justification parce que sinon, vous allez avoir une visite inopinée et rapide de l'inspection du travail parce que, pour apporter tous les éléments justifiant le fait que vous ne pouvez pas calculer un indicateur. Donc, c'est jouable, mais soyez au clair sur les justifs à apporter. Information, donc, y a-t-il une information CSE avant le dépôt de l'index? Normalement, non, sauf si vous modifiez les catégories. On a vu les catégories de CSP. Si vous n'êtes pas sur les classiques, c'est-à-dire ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, ingénieur, cadre, si vous êtes sur une autre nomenclature de catégorisation, là, votre CSE doit être informé, excusez-moi, en amont, et doit rendre un avis. Oui, tout à fait. Cependant, une fois que vous allez publier l'index, même avec la catégorisation, vous ne changez pas, le CSE, lui, doit être informé, peut-être après coup, mais doit être informé. Et les données doivent être mises dans la BDES. Et oui, c'est important de le préciser parce que votre BDES, votre base de données économiques et sociales, ce sera le moment ou jamais de la mettre à jour. Et de toute façon, lors de la réunion plénière qui suit la publication de l'index, les résultats devront être commentés lors de cette réunion, par mesure de transparence. Notre site internet est celui du groupe qui est composé de plusieurs entreprises. Doit-on publier les résultats de ces différentes entreprises sur le site du groupe? Nous n'avons pas de site internet par entreprise. Eh bien oui, effectivement, si vous n'avez pas de site internet par entreprise, vous allez devoir insérer l'ensemble des index, des résultats d'index pour chaque entreprise dans celui du groupe. Alors, pas forcément sur la page de présentation. Le législateur n'est pas allé jusqu'à vous imposer où le mettre, mais en tout cas, ça devra être présent. Alors, si le site internet est un site, c'est un peu un corollaire, si le site internet est un site groupe et que l'index est publié pour une seule société du groupe, faut-il publier sur le site quand même? Et donc, en fait, ça dépend si les autres sociétés ont leur propre site internet ou pas. Et si elles ont leur propre site internet, le groupe n'est pas censé publier les index des autres entités. S'il n'y a pas de site internet de ces entités, le site groupe devra tout publier. Alors, on est obligé de reprendre la classification cadre, agent de maîtrise, etc. si on n'a pas encore défini d'autres classifications avec le CSE. Oui, exactement. Bonjour, si notre score est inférieur à 75%, est-ce qu'il faudra atteindre 75% au moins en 2022 ou est-ce que la mise en place d'actions correctives avec évolution positive du score sont les seules obligations? C'est intéressant votre question. On va dire que si on est puriste dans la loi, d'ici 3 ans, vous pouvez être toujours en dessous de 75%. Et vous ne serez pas sanctionné si vous pouvez justifier d'avoir mené des actions correctives. Bon, ça, c'est ce qu'écrit le texte. Maintenant, dans la vraie vie, en dehors des bisounours, je serais fort étonnée, en toute sincérité, si vous avez une note inférieure à 75%, au bout de 3 ans, vous justifiez de mesures correctives et vous êtes toujours en dessous de 75%, je serais étonnée que votre ami l'inspection du travail reste comme ça, sans rien faire, en considérant que c'est normal sans sanction. Vous n'êtes pas obligé d'avoir à ce qu'elle vous donne 1%, mais je serais étonnée que vous n'ayez pas un petit quelque chose pour démontrer qu'il va falloir que ça aille beaucoup plus vite. En tout cas, si le texte ne le dit pas, nous permettons de le rajouter au regard de ce qui est en train de se passer. Autre question. Si l'index est supérieur à 75, obligation de négocier annuellement l'égalité homme-femme dans quel délai? Déjà, vous êtes obligé, indépendamment de la note, pour le coup, ce n'est pas lié à l'index. Vous êtes obligé de négocier annuellement sur le sujet. Et généralement, alors soit vous le faites dans le cadre des NAO, dans les négociations annuelles obligatoires,
Là, généralement, enfin, ça dépend, j'allais dire c'est en début d'année. Non, on a d'autres qui le font en fin d'année. Oui, ça dépend. Ça dépend. Mais à minima, vous le faites à ce moment-là. Et c'est totalement indépendant de la note de l'index, qu'elle soit supérieure ou inférieure. Ce qui ça rajoute lorsque la note est inférieure à 75, c'est qu'en plus, vous devez expliquer les mesures correctives à vos partenaires sociaux, donc à votre CSE, de ce que vous allez entreprendre. Et là, le délai est surtout parfois différent ou complémentaire, en tout cas, au NAO, tel qu'on l'évoque à l'instant. Alors, qu'en est-il si les augmentations dépendent uniquement de l'ancienneté et non des qualités de chacun et ou de son sexe? L'employeur n'a aucun effet sur les augmentations. Certes, mais justement, la mise en place de cet index est faite pour justement que les inégalités qui sont présentes et qui continueraient à l'être, puisque dans votre cas, vous parlez d'augmentation uniquement en fonction de l'ancienneté, cet index est mis en place pour justement lutter contre cette inégalité, et vous allez devoir mettre en place des discussions avec vos partenaires sociaux sur ce point-là. Ouais, parce que les primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte. Hein. Donc, ça fait partie des choses où on considère que justement, il faut pouvoir justifier d'une bonne comparaison. On ne les prend pas en compte. Donc, il va falloir que vous puissiez justifier ce que je vous disais un peu dans les salaires de base, entre guillemets, hein, et la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte, justement, les éléments de comparaison. Est-ce que les hommes et les femmes sont égalitaires? Alors, en cas d'obligation de consultation du CSE, par exemple en cas de modification de la nomenclature des catégories socio-professionnelles, quel est le délai d'envoi de la note aux membres pour qu'ils puissent rendre leur avis? Alors, sachez déjà que vous êtes tenu par la date de publication de votre index et que le CSE doit rendre un avis. Et s'il ne le fait pas avant la date obligatoire de publication, l'entreprise ne pourra pas se prévaloir du retard dans le dialogue social et vous devrez faire les calculs avec une catégorisation classique où le CSE, l'avis du CSE n'est pas obligatoire. Et vous pourrez changer la catégorisation les années suivantes. Cela ne pose pas de problème dans les comparaisons. Très bien. Alors, on a un petit peu débordé sur le temps. Il y a encore quelques petites questions. Ce que nous permettons, c'est tout simplement d'arrêter là pour essayer malgré tout de respecter le délai que nous avions annoncé au départ. Pour ceux qui ont d'autres questions, et je pense que ça doit être le cas, nous sommes joignables, bien entendu, Farida ou moi-même, pour pouvoir répondre à ce qui vous paraît nécessaire. N'hésitez pas à passer par le contact que vous voyez à l'écran, Laurence Pinès, qui peut éventuellement recevoir vos mails pour qu'on puisse justement y répondre dans le meilleur des délais. Nous allons vous transmettre le support que vous venez de visualiser, ainsi que le lien concernant les tableaux Excel que vous souhaitez de la DGT, et surtout là où il y a une obligation de publier l'index. Nous vous remercions d'être restés connectés jusqu'à la fin. On espère qu'on a répondu à un certain nombre de questions. On est bien sûr à votre disposition pour toute question, et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci à vous. Merci, au revoir.